Millennium 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Traduction Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. L'homme qu'Harriet a vu dans la rue, lors du défilé des enfants, le matin de sa disparition. C'est Martin Wenger. Bonsoir, Michael. C'était plus fort que toi, hein? Fallait que tu viennes fourrer ton nez ici, c'est ça? C'est moi. Et maintenant, c'est à toi. Michael Bloch, je suis pas là, laissez-moi bien. J'avais 16 ans. C'était la première fois que j'avais une femme pour moi. C'est moi qui l'ai étranglée. Mon père m'a tout appris. Harriet! Harriet! Enfin, cette foutue Harriet! C'était qu'une pétasse ordinaire. Martin, cette fois, ta carrière est terminée. 13e épisode. Michael? Michael, ça va? Attends, je vais t'enlever les menottes. Martin. C'est fini pour lui. Il est entré de plein fouet dans un poids lourd. Appelle la police. Quoi faire? Attends, je vais t'aider à t'asseoir. Ça va? Habille-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essuie les empreintes. Dépêche-toi, le jour est en train de se lever. Tu veux un coup de main? Non, ça va. T'as touché à quoi exactement dans la cave? Je sais plus rien. La porte, elle est clés. Accroche-toi à moi. Je vais t'aider à monter l'escalier. C'est bon. Respirez. Fais un petit effort. Écoute, Michael. Si quelqu'un nous a vus et demande ce qu'on fichait dehors cette nuit, on dira qu'on a fait une promenade nocturne jusqu'au promontoire et qu'on y a fait l'amour. Allonge-toi. Il t'a bien amoché. T'as des plaies partout. Une belle marque autour du cou. Tu crois que tu peux te mettre sur le ventre? Ah non, j'y arrive pas. Alors mets-toi sur le côté. Je vais essayer de te soigner comme ça. Tu vas avoir de sérieux hématomes pendant un bon bout de temps. Lisbeth, faut qu'on appelle la police. Non. Si t'appelles la police, je me tire. Écoute-moi bien. Je ne veux rien avoir à faire avec cette histoire. Martin Wenger est mort. Dans un accident de voiture. Tu laisses la police ou quelqu'un d'autre découvrir cette foutue chambre de torture. Toi et moi, on ne sait rien. Mais pourquoi? J'ai pas envie de te répondre. C'est comme ça. Mais on peut pas. Il faut dire la vérité. C'est ça. Dors. Moi, je vais aller faire un tour chez ces salopards.
Martin s'est tué en voiture cette nuit. C'est une catastrophe. Comme tu dis. Il a eu un accident. Un accident stupide. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après l'enquête et les traces de pneus, il est allé se jeter tout droit sur un poids lourd. La police pense qu'il s'est suicidé. La pression, le stress, un empire financier en train de se casser la figure, ça devait être trop pour lui. C'est comme ça, en tout cas, que les journaux résumeront sa disparition. Il faut que je voie Michael. Je te préviens, tu vas avoir un choc. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Assieds-toi, j'ai un truc à te raconter. Il y a tout un groupe derrière elle. Hier, en consultant les archives, j'ai fait le lien entre Gottfried et au moins 7 meurtres de femmes. À l'extrême droite, Martin Wenger, 19 ans, étudiant à Uppsala, que l'on qualifie déjà de dauphin de son grand-oncle Henrik pour prendre la direction du groupe. J'ai aussi découvert qui était l'homme qu'Harriet regardait lors du défilé. Qui? Cette fois jeté, mon petit gars. Son frère, Martin. En revenant, je suis allée chez lui. Et j'ai trouvé Michael dans la cave. Une vraie salle de torture. Il était suspendu par un nœud coulant qui l'étranglait à petit feu. Martin Wenger était debout devant lui, prêt à le tuer. Je me suis toujours demandé quel goût ça a un autre homme. J'ai été chercher un club de golf. Laisse-moi t'embrasser. Je l'ai frappé. Délivré Michael qui commençait à quitter le monde des vivants. Martin en a profité pour se barrer. Il a sauté dans sa voiture. Et tu connais la suite. Dis-moi que c'est un cauchemar. C'est Michael qui l'a vécu le cauchemar. Et toutes les femmes qui sont passées par la cave de Martin. Comment on va gérer ce merdier? C'est pas mon problème. Je te préviens, j'ai jamais mis les pieds à Edelstadt. Comment ça? Je ne veux figurer dans aucun rapport de police. J'existe pas dans cette histoire. Si mon nom est mentionné en relation avec ce qui s'est passé ici, je dirais que je ne suis jamais venu à Edeby et je ne répondrai à aucune question. Que veux-tu que je fasse? Tu fais ce que tu veux. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas me mêler à ça. Ni moi, ni Michael. Voilà ce que tu vas dire. Tout ce que tu sais, c'est que Martin Wenger est décédé dans un accident de la route. Tu ignores totalement qu'il est un tueur psychopathe. Tu n'as jamais entendu parler de sa cave. T'as encore un peu de temps avant que quelqu'un se décide d'aller vider la cave de Martin et découvre la salle de torture. Il faut qu'on aille voir la police. Pas on. Toi, tu peux aller voir la police si tu veux, c'est à toi de décider. Si toute cette histoire de dingue est vraie, cela veut dire que Martin a kidnappé et tué beaucoup de femmes. Il y a donc des familles qui sont désespérées de ne pas savoir où sont leurs enfants. Il faut qu'on leur dise ce qui s'est passé. Elles ont le droit de savoir. C'est vrai. Mais il y a un problème. Les corps ont disparu. Tu trouveras peut-être des passeports ou des cartes d'identité dans un tiroir. À la rigueur, quelques victimes pourront être identifiées à partir des vidéos. C'est terrifiant. T'es pas obligé de prendre des décisions aujourd'hui. Ça va être le coup de grâce pour le groupe. Combien de personnes vont se retrouver au chômage si l'on révèle que Martin... C'est un truc à prendre en considération. Il faut que j'aille voir cette cave. N'y va pas aujourd'hui, je te l'ai dit. Personne n'aura l'idée d'y aller. Occupe-toi du reste. Il faut que tu ailles informer Henrik et que tu convoques la direction du groupe pour une réunion extraordinaire. Fais ce que tu aurais fait si Martin était décédé dans des circonstances normales. Et Harriet? Michael et moi, on n'a pas encore terminé le boulot. Mais on va résoudre cette histoire-là aussi. Tu peux le dire à Henrik. La nouvelle est tombée il y a quelques instants. L'industriel Martin Wenger, PDG du groupe Wenger, s'est tué cette nuit lors d'un accident de voiture à Edelstadt où il résidait.
Alors qu'il était seul dans sa voiture, il a subitement quitté la voie de droite pour percuter un camion qui venait en sens inverse. Salut. Selon les spécialistes économiques, j'ai dormi longtemps. J'ai pas calculé, mais je pense que t'aurais pu mieux faire. Rien qu'à Edelstadt, plus de 3000 des 24 000 habitants sont en... Comment tu te sens? Je crois que je suis encore en état de choc. Je suis resté sans défense comme un nouveau-né pendant des heures. J'étais persuadé que j'allais mourir. Et que je pouvais rien faire, juste subir. C'est normal. Ça va prendre du temps. Merci, Lisbeth. Si t'étais pas arrivé, il m'aurait tué. Comment t'as pu être assez dingue pour t'attaquer à lui toute seule? Et pourquoi t'as pas appelé la police? Je parle pas avec les autorités. Pourquoi? Ça me regarde. En ce qui te concerne, je pense pas que ce serait bon non plus pour ta carrière. Imagine Super Blomqvist foutu à poil par un tueur en série. Comment tu savais que j'étais dans la cave? Quand j'ai vu les images des caméras de surveillance, j'ai compris que tu t'étais jeté la tête la première là où tu n'aurais pas dû. On voyait Martin qui essayait de rentrer ici avec une drôle de tête. Je suis allée chez lui et je suis rentrée par le balcon de l'étage. Ensuite, j'ai fouillé pièce par pièce et quand je suis arrivée à la cave, j'ai vu ce qui se passait. Alors je suis remontée prendre un club de golf. Tu sais que Martin Wenger n'avait pas la moindre idée de ce qui était arrivé à Harriet? Tu penses que c'est vrai? Oui. Quand je lui ai parlé d'Harriet, ça l'a rendu fou. Il a reconnu tous les crimes qu'il a commis. Il parlait librement. J'ai même eu l'impression qu'il voulait m'impressionner. Mais en ce qui concerne Harriet, il voulait connaître la vérité autant qu'Henrik. Et alors? Ça nous mène où? Nous savons que le père de Martin était derrière la première série de meurtres entre 49 et 65. Oui, et qu'il a initié son fils. Le pauvre Martin n'avait aucune chance. Il m'a raconté que son père avait entamé son apprentissage à l'époque de sa puberté. Il a assisté au meurtre de Léa à Uddevalla en 62. Il avait 14 ans. Il a assisté au meurtre de Sarah en 64. Cette fois-là, il a participé au meurtre activement. Il avait 16 ans. Qu'est-ce que t'essayes de dire? Il m'a dit qu'il n'était pas homosexuel et qu'il n'avait jamais touché un homme, à part son père. Ça veut dire que son père le violait. Et ça a dû se poursuivre longtemps. Comment voulais-tu qu'il soit bien dans sa tête, après une telle horreur? Mais tu dis des conneries. Martin était en mesure de résister autant que n'importe qui. Il faisait ses choix. Il tuait et violait parce qu'il aimait ça. D'accord, je ne te contredis pas. Mais c'était un garçon brimé, influencé par son père, tout comme Gottfried avait été brimé par son père, le nazi. Et donc, t'es en train de me dire que Martin n'avait aucune volonté propre et que les gens deviennent ce pourquoi ils ont été dressés. Pourquoi tu le prends aussi mal? Le père de Gottfried l'a tabassé sérieusement pendant des années. Ça laisse des traces. Gottfried n'est pas le seul homme au monde qui a été battu. Ça lui donne pas carte blanche pour assassiner des femmes. C'est un choix qu'il a fait lui-même. Et c'est valable pour Martin aussi. Lisbeth, on va pas se disputer pour ça. On se dispute pas. Ça me fout juste en rôle qu'on trouve toujours des circonstances atténuantes aux salopards. D'accord, ils ont une responsabilité personnelle, on en reparlera un autre jour. Pour ce qui est de Gottfried, il est mort quand Martin avait 17 ans. Le gamin n'avait plus personne pour le guider, alors il a essayé de marcher sur les traces de son père en février 66 à Uppsala. Et Gottfried? Il n'a pas été violé, lui. Pourtant, il l'a fait. Je n'ai pas commencé à spéculer sur les pulsions qu'il essayait de satisfaire ou sur comment il interprétait lui-même ses agissements, son baragouin biblique, ses histoires de châtiment et purification. Il n'y a qu'un psychiatre qui pourrait y trouver d'explication. De toute façon, on s'en fout. C'était un tueur en série, point barre. Gottfried voulait tuer des femmes et il habillait les meurtres d'une sorte de raisonnement religieux. C'est comme ça. Martin, lui, ne s'est pas embarrassé d'une excuse pseudo-divine. Il était organisé et il tuait de façon systématique. En plus, il pouvait consacrer à son hobby macabre beaucoup d'argent et il était plus malin que son père. Il savait qu'il ne fallait pas laisser de cadavre derrière lui comme le faisait Gottfried, car chaque fois ça se traduisait par une enquête de police. Et le risque que quelqu'un remonte jusqu'à lui ou du moins fasse le lien entre les différents meurtres. Quand est-ce qu'il a fait construire sa maison, Martin? Henrik a parlé de 78.
Il a probablement commandé une cave sécurisée pour des archives précieuses ou quelque chose de ce genre, et il a obtenu une pièce insonorisée, sans fenêtre. Une pièce dont il a pu se servir à sa guise pendant 25 ans. Gottfried haïssait les femmes. Et il a appris à son fils à haïr les femmes. Je crois qu'il imaginait dans sa folie que ses enfants devaient partager sa vision du monde perverti. Pourquoi ses enfants? Quand j'ai parlé d'Harriet à Martin, il a dit qu'ils avaient essayé de la convaincre, mais qu'Harriet était une pétasse ordinaire et qu'elle avait l'intention d'avertir Henrik. On sait au moins maintenant ce qu'elle voulait lui dire. Oui, plus ou moins. Pense à la chronologie. Nous ne savons pas quand Gottfried a violé son fils la première fois. Mais il l'a emmené pour tuer Léa Persson à Uddevalla en 62. Ensuite, il s'est noyé en 65. Mais avant, son fils et lui avaient essayé de convaincre Harriet de commettre aussi des meurtres. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que Gottfried ne s'en est pas seulement pris à Martin. Il s'est aussi attaqué à Harriet. Puis-je te le faire remarquer, ne s'est pas empressé ensuite de devenir une violeuse en série. Ok, tu as gagné. Donc Gottfried était le professeur. Martin était l'élève. Et Harriet, quoi? Comment on pourrait dire? Leur jouet? Comme tu dis. Regarde ce que j'ai trouvé chez Martin. 2 photos d'Harriet, les seins à l'air, en train d'essayer de cacher son visage. Gottfried a appris à Martin à violer sa sœur. C'est encore pire que ce que je pensais. Ça y est? Tu lui trouves plus d'excuses? Ça devait être ça qu'elle menaçait de raconter. Gottfried et Martin avaient sans doute conclu une sorte de pacte auquel ils essayaient d'initier Harriet. Mais elle n'était pas consentante. J'imagine que les viols se passaient dans la cabane de Gottfried. Jusqu'à ce qu'il aille se noyer comme un con. Un jour, Harriet a découvert que Gottfried n'était pas seulement un père incestueux, mais aussi un tueur en série foualier. Quand, d'après toi, a-t-elle découvert les meurtres? Avant que son père se noie? Après? Et comment? Peut-être qu'il tenait une sorte de journal intime, où il racontait ses exploits, ou qu'il gardait des coupures de presse sur les meurtres. En tout cas, quelque chose lui a mis la puce à l'oreille. Mais je ne pense pas que c'était ça qu'elle menaçait de raconter à Henrik. Non, c'était Martin. Son père était mort, mais Martin, lui, continuait à la harceler. Elle a mis 1 an avant de se décider à parler. 1 an de souffrance, de doute, de vie foutue en l'air. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu découvrais un beau jour que ton père était un tueur en série? Je massacrerais cette ordure. Oui. Mais Harriet n'était pas toi. Et puis Gottfried est mort en 65. Elle a dû se dire que son calvaire allait se terminer. Martin, lui, a été envoyé par Isabella à Uppsala. Peut-être qu'il rentrait à la maison pour Noël, ou pour certaines vacances. Mais au cours de l'année qui a suivi la mort de leur père, il n'a pas dû croiser Harriet très souvent. Elle a pu souffler un peu et prendre de la distance avec tout ça. Pourquoi elle s'est plongée dans la Bible? Sûrement pas pour des raisons religieuses. Je pense qu'elle a voulu comprendre ce qui se passait dans la tête de son père. Ça doit pas être facile d'avoir un géniteur violeur et assassin. Tu dois te demander si tu y es pour quelque chose ou s'il y a un atavisme. Elle a tourné tout ça dans sa tête pendant 1 an. Elle est devenue taciturne, renfermée, versatile. Et puis il y a eu la fête des enfants, en 66. Et là, brusquement, elle voit son frère débouler dans la rue de la gare. Et elle comprend que ça va recommencer, à la façon dont il la regarde. Ou alors ils se sont parlé. Quoi qu'il en soit, Harriet n'avait plus le choix. Il était devenu vital pour elle qu'elle raconte tout à Henrik. C'est pour ça qu'elle s'est empressée de rentrer à Hedeby. Et là, elle a disparu. Oui. Allô? Dirk, c'est Michael. Michael, tu es réveillé. Je suis passé ce matin. Oui, je sais, Lisbeth m'a dit. C'est épouvantable. Il n'y a pas de mots pour... Non, ne parlons pas de ça. Je voulais te prévenir que Lisbeth et moi, on va partir plusieurs jours. Où allez-vous? Je ne veux pas te le dire pour l'instant, mais ne t'inquiète pas, je reviendrai. Très bien. Je me vois mal, après ce qui s'est passé, te refuser quoi que ce soit. Je me sens tellement coupable. Non, non, tu n'y es pour rien. Tu ne savais pas. Je voudrais parler à Henrik avant de partir. Tu crois que je peux? Je pense que oui. Il va beaucoup mieux. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu lui as dit? Juste que Martin était mort, dans un accident de voiture. Et rien sur le reste? Non. Oh, Michael, je suis content de te voir. Ta bonne mine, ça fait plaisir. Merci. Oui, je me sens en bien meilleure forme. Tu n'es pas beaucoup venu me voir. Il faut dire que le peu de fois où je suis venu, j'ai eu droit à une véritable levée de bouclier des membres de ta chère famille. Ah. J'en profite aujourd'hui. Ils sont tous occupés à consoler Isabella. Pauvre Martin. C'est terrible, mourir si jeune. Pauvre, c'est pas le qualificatif que j'emploierais. Pourquoi tu dis ça? Je pensais que tu l'aimais bien. Tu m'as demandé de trouver la vérité sur ce qui est arrivé à Harriet. Tu te doutais bien que ça ferait des vagues? Quel est le rapport avec Martin? Il est au cœur même de toute l'histoire. Et sa mort n'est pas ce que tu crois. Dirk te donnera des détails, quand tu seras prêt à les entendre. Tu me fais peur. Il faut que je te pose une question. Je t'écoute. Tu veux toujours savoir ce qui s'est passé? Ce qu'est devenu Harriet? Plus que jamais. Même si ça va faire mal? Même si la vérité est pire que ce que tu as pu imaginer? Je veux tout savoir. Très bien. En fait, je crois savoir ce qui est arrivé à Harriet. Mais il me reste encore à éclaircir quelque chose. Raconte. Je ne te dirai rien aujourd'hui. Je veux d'abord être sûr. Et toi, tu vas continuer à te reposer. Le docteur dit que l'alerte est passée, tu envoies de guérison, mais c'est pas une raison pour brûler les étapes. Je ne suis pas un enfant. Oui, c'est vrai, et moi, j'ai pas encore fini mon enquête. Tout ce que je pourrais te donner, c'est des suppositions. Je vais chercher le dernier morceau du puzzle. Et quand je l'aurai trouvé, tu seras le premier averti. Je te raconterai toute l'histoire. Mais quand? Il me faudra peut-être un peu de temps. Mais sache que quand je reviendrai, tu connaîtras la vérité. C'était Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson, traduit par Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Musique composée et dirigée par Krishna Levy. 13e épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Anne Kodja, Lisbeth Salander, Thierry Bosc, Dirk Freude, Michel Baumann, Henrik Wenger. Et les voix de Segir Mohamedi et Neta Lando. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Jean-François Bernard Sugy. Équipe de réalisation: Sébastien Labarre, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe. Millennium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Traduction Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Martin, cette fois ta carrière est terminée. Dis-moi que c'est un cauchemar. Ça va être le coup de grâce pour le groupe. Tu sais que Martin Wenger n'avait pas la moindre idée de ce qui était arrivé à Harriet? Je te préviens, j'ai jamais mis les pieds à Edelstadt. Elle veut figurer dans aucun rapport de police. J'existe pas dans cette histoire. Il faut que j'aille voir cette cave. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu découvrais un beau jour que ton père était un tueur en série? Je massacrerai cette ordure. Tu veux toujours savoir ce qui s'est passé? Ce qu'est devenu Harriet? Plus que jamais. Même si ça va faire mal? Même si la vérité est pire que ce que tu as pu imaginer?
Je veux tout savoir. 14e épisode. Tu étais déjà venu à Londres? Non, c'est la première fois. Et qu'est-ce que tu en penses? Ça, je te le dirai quand on aura goûté au London by Night. On doit le retrouver où, ce Trinity? Dans un bar. C'est un hacker, lui aussi? C'est un de tes copains? Disons, un copain d'un copain. Ah oui, je vois. Je suppose que vous êtes tout un réseau. Au fait, tu dis pas mon nom devant lui, hein. Ouais, d'accord. Tiens, ça doit être le type là-bas. Trinity? Ross, vous avez fait bon voyage? Ça a été? Alors, on fait comment? On va y aller avec mon vieux combi. Ça sera plus pratique. On se garade dans la maison. Ni vu, ni connu. Quelle adresse? Ouais, c'est pas très loin. En espérant que ça roule bien. Flag m'a dit qu'il s'agit d'un crash bank job. Écoute téléphonique et contrôle d'email dans un ordi. Ça peut être très rapide ou bien prendre quelques jours. Ça dépend de la pression que mon copain mettra. Tu y arriveras? Sinon, je serai pas là. On y va? Oui, Anita Wenger? c'est moi. Je m'appelle Michael Blomqvist. Henrik Wenger m'a demandé de passer vous voir. Je suis journaliste, je travaille pour lui. J'ai entendu parler de vous. Je suppose que vous avez appris la nouvelle concernant Martin? Oui. Entrez. Je suis désolé de venir vous déranger sans prévenir. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois. J'étais pas chez moi. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous allez vous rendre à l'enterrement? C'est Henrik qui vous envoie pour me demander ça? Non, j'irai pas. Martin et moi n'étions pas très proches et je peux pas me libérer. Il faut que vous me disiez ce qui est arrivé à Harriet Wenger. Martin n'est plus là maintenant. Henrik doit savoir. Harriet? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Allons, c'est vous qui étiez la plus proche d'elle dans la famille. C'est vers vous qu'elle s'est tournée pour raconter son épouvantable récit. Vous êtes complètement cinglé. Anita, vous étiez dans la chambre d'Harriet le jour de sa disparition. J'ai des photos qui le prouvent. Dans quelques jours, je vais faire mon rapport à Henrik. Après, c'est lui qui prendra la relève pour vous questionner. Pourquoi ne pas tout dire maintenant? Sortez immédiatement de chez moi. Si vous voulez. Mais tôt ou tard, vous serez obligé de me parler. J'ai rien à vous dire. Martin est mort. Vous ne l'avez jamais aimé. Je crois même que vous êtes venu vivre à Londres non seulement pour être débarrassé de votre père Harald, mais aussi pour ne plus avoir à rencontrer Martin. Ce qui veut dire que vous étiez au courant. Et qui aurait pu vous raconter, à part Harriet? Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous avez fait après avoir appris. Fichez le camp. Dépêche-toi. Faut pas qu'elle te voie entrer dans le combi. Alors? Elle a pris le téléphone 15 secondes après avoir claqué la porte. Génial, ça a marché. L'indicatif est celui de l'Australie. Il faut que je vérifie à quoi correspond le code régional. Elle a appelé ce numéro. Il correspond à un téléphone dans une localité nommée Tennant Creek au nord d'Alice Springs. Tu veux écouter la conversation? Oui. Il est quelle heure en Australie en ce moment? Environ 5 heures du matin. Harriet, il fallait vraiment que je te parle. Ça pouvait pas attendre. J'ai le temps d'aller me faire un café au moins. Écoute,
Martin est mort. Il s'est tué en voiture avant-hier. Il y a autre chose. Un journaliste que Henrik a embauché est passé chez moi il y a 5 minutes. Il pose des questions sur ce qui s'est produit en 66. Je pense qu'il sait. Raccroche maintenant. Il faut qu'on coupe tout contact pendant quelques temps. Elle est futée, la nana. Contact, c'est pas possible. Anita, écris-moi des lettres. Tiens-moi au courant de ce qui se passe. Elle est peut-être refutée, mais on va quand même aller la voir. Demain, on prend l'avion pour Canberra. Ça te dirait de visiter Londres cet après-midi, même si c'est pas by night? Bien sûr. Je suis quand même pas une sauvage. Qu'est-ce que tu as? Tu fais une drôle de tête. C'est un SMS de Dragan Armansky. Ma mère est morte. Faut que je rentre à Stockholm. Je t'accompagne. Je rentre avec toi. Pas question. Faut qu'on termine le boulot. Je rentre à Stockholm et toi tu pars pour l'Australie. Allô, oui? Michael, c'est Erika. T'es toujours à New York? Toujours, oui. Dis donc, tu te précipites pas pour m'appeler ces derniers temps? Je suis désolé, Ricky, j'avais pas le temps, il s'est passé pas mal de choses. J'ai cru comprendre, oui. Christer m'a appelé pour me dire que Martin Wenger s'est tué dans un accident de voiture. Ouais, il est mort. C'est une longue histoire. Et pourquoi tu réponds pas au téléphone? Ça fait des jours et des jours que j'essaie de t'appeler. Je suis pas en Suède, ça capte pas toujours bien. Mais t'es où? À Canberra, en Australie, je suis à l'aéroport. Je vais prendre un avion pour Alice Springs dans quelques minutes. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais en Australie? Je vais voir un élevage de moutons, Cochrane Farm, à 400 km d'Alice Springs. Attends, je parle bien à Michael Blomqvist, journaliste chez Millennium, détaché actuellement sur une mission pour la famille Wenger. Justement, je suis en train de la terminer, la mission. Je serai de retour en Suède dans quelques jours. Ça veut dire que tu sais ce qui est arrivé à Harriet? À quelques détails près, oui. Si j'ai bien compris, Cochrane Farm est une très grosse exploitation. Ouais, on est une des plus grandes d'Australie. On a environ 9000 moutons ici dans le district de Macawalker. Mais bon, on a aussi des implantations en Nouvelle-Galles du Sud et en Australie occidentale. En tout, on a plus de 63 000 moutons. On exporte vers les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Europe. Vous venez d'Europe, non? Oui. Et l'entreprise date de quand? De 1991. Quand Spencer Cochran est mort en 1994, c'est sa femme, Anita, qui a repris les commandes. On est arrivé. Je préviens Anita. Mom, we have a tourist visiting us. Bonjour Harriet. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. On se connaît? Oui. Je m'appelle Michael Blomqvist. Tu étais ma babysitter un été quand j'avais 3 ans. Tu devais en avoir 12 ou 13 à l'époque. Ça alors. Et qu'est-ce que tu fais par ici? Il faut qu'on parle. Jeff, can you replace me for a sec? Okay, no problem. Thanks. C'est mon fils. Viens, suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Une épidémie s'est déclarée. On ne peut pas prendre le risque qu'elle se propage, on doit abattre tout le troupeau. Alors je te préviens, je suis pas de bonne humeur. Vas-y, je t'écoute. Ton frère s'est tué en voiture il y a quelques jours. Oui, j'ai appris ça. C'est Anita qui te l'a dit quand elle t'a appelé. Tu veux une bière? Volontiers. Assieds-toi. On avait mis ton téléphone sur écoute. C'est comme ça que tu m'as retrouvé. Pas très glorieux comme méthode.
J'ai perdu mes bonnes manières quand j'ai rencontré ton frère. Tu vois ça? Regarde mon cou. C'est lui qui me l'a fait. Martin m'a suspendu à un nœud coulant. Il avait dans l'idée de me violer et puis de me tuer, comme les autres femmes. Heureusement, ma partenaire est arrivée au bon moment. Quelles autres femmes? Martin avait pris la suite de Gottfried. Tu le savais pas? Non. Il a bien fait de crever. Comment t'as su que j'étais en vie? Anita t'a dit qu'Henrik m'avait embauché. Il est vieux. Il voulait savoir ce qui t'était arrivé, pour pouvoir mourir en paix. Il a passé sa vie à te chercher. Je suis désolée pour lui. J'ai travaillé pendant plus de 6 mois sur ton affaire, en fouillant toutes les archives. Quand j'ai trouvé ce qui s'était passé, il n'était pas difficile de déduire la suite. Pour pouvoir disparaître, tu avais forcément besoin d'aide. Anita Wenger était ta confidente et la seule qui pouvait faire quelque chose. Vous étiez proches. Elle avait passé plusieurs semaines avec toi dans la cabane de ton père. Si tu t'étais confié à quelqu'un, c'était forcément à elle. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as appris, Michael? Je vais le raconter à Henrik. Il mérite de savoir. Et c'est tout? Tu es journaliste, je crois. Non, Harriet, je n'ai pas l'intention d'écrire un article sur cette histoire ou de balancer mon scoop aux médias. C'est pas dans mes principes. Et puis je ne vais pas faire du tort à mon ancienne babysitter. Combien de personnes connaissent la vérité? Tu veux dire qu'ils savent que tu es en vie? Oui. Pour le moment, à part Anita, il n'y a que moi et ma partenaire, Lisbeth. Dirk Frode connaît environ les 2/3 de l'histoire, mais il croit que tu as été assassiné en 66. Au fait, comment tu as quitté l'île? Dans le coffre de la voiture d'Anita? J'étais allongé par terre, à l'arrière de la voiture, avec une couverture sur moi. On a filé dès que le pont a été rouvert. Personne n'a fait attention à nous. J'avais dit à Anita que je devais m'enfuir. Tu as bien deviné. Je m'étais confiée à elle. Elle a proposé de m'aider. Ensuite, elle est restée d'une loyauté absolue pendant toutes ces années. Et comment tu as atterri en Australie? D'abord, j'ai habité la chambre d'étudiante d'Anita à Stockholm pendant quelques semaines. Puis j'ai quitté la Suède avec de l'argent qu'Anita m'a prêté. Elle m'a aussi donné son passeport. J'ai juste eu à me décolorer les cheveux en blond, on se ressemblait. Pendant 4 ans, j'ai habité un couvent en Italie. Un couvent où on peut louer des cellules pour pas trop cher quand on veut se retirer du monde ou prier. Et ensuite, j'ai rencontré Spencer Cochran. Il avait quelques années de plus que moi. Il venait de terminer ses études en Angleterre et il se baladait en Europe. Je suis tombée amoureuse tout de suite. Je me suis mariée avec lui en 71. Je l'ai jamais regretté. C'était un homme merveilleux. Malheureusement, il est mort il y a 8 ans. Et je me suis retrouvée propriétaire de son exploitation. Mais le passeport? Quelqu'un aurait dû se rendre compte qu'il y avait 2 Anita Wenger, non? Non, pourquoi? Tu as une Suédoise qui s'appelle Anita Wenger et qui est mariée avec Spencer Cochran. Qu'elle habite à Londres ou en Australie n'a aucune importance. Quand elle est à Londres, on considère qu'elle est l'épouse séparée de Spencer Cochran. Quand elle est en Australie, elle est son épouse, tout simplement. En fait, les registres entre Canberra et Londres ne sont pas harmonisés. Et j'ai aussi obtenu un passeport australien au nom de Cochran. C'est un arrangement qui fonctionne à merveille. Le seul hic, ce serait si Anita se mariait. Le mariage est inscrit dans l'état civil suédois. Mais elle s'est jamais mariée. Non. Elle dit qu'elle n'a jamais trouvé quelqu'un avec qui elle en aurait eu envie. Mais je crois qu'elle s'est abstenue pour que je n'ai pas de problème. Qu'elle s'est en quelque sorte sacrifiée pour moi. Des photos la montrent dans ta chambre, le jour où vous êtes enfui. Qu'est-ce qu'elle y faisait? J'avais peur de Martin. Tant qu'il se trouvait à Uppsala, j'arrivais à vivre à peu près normalement. Puis je l'ai vu tout à coup, là, dans la rue à Edelstadt. J'ai compris que je serais plus jamais en sécurité. J'ai hésité entre tout raconter à Henrik ou m'enfuir. Mais Henrik n'avait pas le temps de me parler. J'ai erré sans but dans le hameau. C'est à peine si j'ai eu conscience de l'accident et de la pagaille autour de moi. Tout semblait irréel. Puis j'ai croisé Anita et je me suis décidée. Je lui ai demandé de m'aider. Elle m'a cachée dans sa chambre. Avant de partir, il fallait que je récupère mon journal où je racontais tout. J'avais besoin de vêtements aussi. C'est Anita qui est allée dans ma chambre chercher tout ça. Et elle n'a pas résisté à la tentation d'ouvrir la fenêtre pour regarder l'accident. Et pourquoi n'es-tu pas allé voir Henrik plus tard, comme tu en avais l'intention?
Parce que j'ai pris conscience de ce qui allait se passer pour moi. Rien. Henrik aurait neutralisé Martin. Je crois que tu n'as pas tout saisi. Il me semble que si. Non. Il y a une chose que tu ne sais pas. Qui a joué un grand rôle dans ma disparition. Bon. Je vais tout te raconter. J'avais 16 ans. J'avais peur, j'avais honte. J'étais désespérée et j'étais seule. Il n'y avait qu'Anita et Martin qui connaissaient la vérité. À Anita, j'avais raconté les abus sexuels et je n'avais pas pu me résoudre à lui avouer que mon père était aussi un tueur de femmes. Anita ne l'a jamais su. Quand j'étais au couvent, j'ai demandé à Dieu qu'il me pardonne. Mais Harriet, tu n'as rien à te reprocher. Tu es victime dans cette histoire. Mon père a abusé de moi pendant 1 an. Je faisais tout pour l'éviter, mais c'était mon père. Je ne pouvais pas, devant tout le monde, refuser d'être seule avec lui sans arrêt. Les gens auraient trouvé ça étrange. Alors j'ai souri et j'ai joué la comédie. J'ai essayé de faire comme si tout était normal. Ma mère savait ce qu'il faisait, mais elle s'en fichait. Quoi? Isabella savait? Bien sûr. Il ne se passait rien dans notre famille sans qu'elle soit au courant. Mais elle ne voulait surtout pas gérer les choses désagréables qui auraient pu la discréditer. Mon père aurait pu me violer dans le salon sous ses yeux et elle n'aurait pas levé le petit doigt. J'ai souvent réfléchi à leur histoire. J'ai compris qu'après ma naissance, ils avaient arrêté d'avoir des relations sexuelles. Mon père assassinait des femmes, mais bizarrement, il avait peur d'Isabella. Il s'éloignait d'elle, mais il ne pouvait pas divorcer. Oui, on ne divorce pas dans la famille Wenger. Tu as tout compris. Toujours est-il que je ne pouvais pas raconter ce que faisait mon père. Ça devait être insoutenable. La première fois qu'il m'a violée, j'avais 14 ans. Régulièrement, il me traînait dans sa cabane. Et à plusieurs reprises, Martin était là. Quand mon père est mort, Martin a voulu continuer. Je m'étais débarrassée d'un bourreau pour atterrir dans les griffes d'un autre. Je suis sûr qu'Henrik aurait mis un terme à cette abomination. Tu ne comprends toujours pas. Le 7 août 1965, mon père m'a obligé à le rejoindre dans sa cabane. Il avait bu. Il s'est mis à délirer complètement. Il était toujours grossier et violent avec moi quand nous étions seuls, mais cette fois-ci, ça a été plus loin. Le temps de l'expiation est arrivé. Il s'est mis à parler des femmes qu'il avait tuées. Il s'en vantait. Il citait la Bible. Ça a duré des heures. Je n'ai même pas compris à moitié de ce qu'il disait. C'est moi qui les ai tués. À un moment, vers minuit, il a eu une crise. Il est devenu fou furieux. Il a mis un t-shirt autour de mon cou et il a serré de toutes ses forces. Tout est devenu noir. Je crois qu'il a vraiment voulu me tuer. Comme il était sous, j'ai réussi à me dégager, je ne sais pas comment. Je me suis enfuie, totalement paniquée. J'ai couru, je me suis retrouvée sur la pente. Et il est arrivé en titubant derrière moi. Dieu merci. J'étais assez forte pour faire basculer un ivrogne dans la mer. Ensuite, j'ai utilisé une rame pour le maintenir sous l'eau jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Il a suffi de quelques secondes. Quand j'ai relevé les yeux, Martin était là. Il m'observait. Il avait l'air terrorisé et en même temps il rigolait. Il m'a ramené de force dans la maison et m'a violée. À partir de ce jour-là, j'étais en son pouvoir. J'ai fait tout ce qu'il me disait. Si j'ai échappé à la folie, c'est parce que ma mère a fini par envoyer Martin à Uppsala. Elle a décrété qu'il avait besoin de changer d'air après la mort de notre père. Bien sûr, elle savait ce qu'il me faisait. Ça a été sa façon de résoudre le problème. Pendant l'année qui a suivi, il n'est rentré que pour les vacances de Noël, et j'ai réussi à me tenir à l'écart. J'ai accompagné Henrik à Copenhague, entre Noël et le Nouvel An.
C'est pendant les grandes vacances que j'ai tout raconté à Anita. Et puis il y a eu le défilé des enfants. Oui. Je ne me méfiais pas. On m'avait dit que Martin ne viendrait pas à la réunion de famille, qu'il resterait à Uppsala. Et tout à coup, je l'ai vu là, de l'autre côté de la rue, en train de me fixer. Il m'a souri. C'était comme un cauchemar. J'avais assassiné mon père, et je comprenais que je ne serais jamais libérée de mon frère. J'ai pensé au suicide. Et puis, finalement, j'ai réussi à m'enfuir. Voilà, tu sais tout. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va rentrer en Suède. C'était Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson, traduit par Lena Grunbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Musique composée et dirigée par Krishna Levy. 14e épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Anne Kodja, Lisbeth Salander, Julia Wedis-Bogart, Harriet Wenger, Marie Payen, Erika Berger, Vincent Schmitt, Martin Wenger. Et les voix de Philippe Chen, Myrto Procopiou, Cécile Mousitelli, Nicolas Mide, Netta Lando, Aude Ponce, Frédéric Lapinsonnière, Samuel Glomet et Julien Large. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Jean-François Bernard Sugy. Équipe de réalisation, Sébastien Labarre, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe. Millennium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Traduction Lena Grunbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Harriet! Harriet! C'est foutu, Harriet! C'était une pétasse ordinaire. Il faut que vous me disiez ce qui est arrivé à Harriet Wenger. Martin n'est plus là maintenant. Fichez le camp. Henrik doit savoir. L'indicatif est celui de l'Australie. Faut qu'on termine le boulot. Je serai de retour en Suède dans quelques jours. Ça veut dire que tu sais ce qui est arrivé à Harriet? À quelques détails près, oui. J'avais 16 ans. J'avais peur, j'avais honte. J'étais désespérée et j'étais seule. Combien de personnes connaissent la vérité? Tu veux dire qu'ils savent que tu en vis? Oui. 15e et dernier épisode. Lisbeth, je te présente toutes mes condoléances. J'ai rarement vu une cérémonie avec aussi peu de monde, c'est triste. La vie de ma mère était triste. De quoi elle est décédée? Hémorragie cérébrale. Tu veux vraiment venir avec moi à Edeby? Je dois récupérer ma moto et le matériel que j'ai emprunté à Milton Security. Tu vas passer voir Henrik? Oui, il est en convalescence.
De qui tu parles? Harriet salope Wenger. Si elle avait fait quelque chose en 66, Martin Wenger n'aurait pas pu continuer à tuer et à violer pendant 37 ans. Elle savait pas que Martin participait au meurtre de son père. Tu parles. À Eidelstadt, on se quittera au pont. Ça te va? Je ferai avec. Tu vas dormir là-bas? Oui, je pense. Tu voudrais que je sois là quand tu reviendrais de chez Henrik? Lisbeth, tu es mon amie. Est-ce que tu veux que je reste pour que tu aies quelqu'un baiser ce soir? Je veux être ton amie. Si tu t'imagines autre chose, c'est pas la peine d'être là quand je reviendrai. Bonjour Henrik. Michael. Comment tu vas? Bien. Ils vont me lâcher demain. Pour l'enterrement de Martin. Alors tu sais. Dirk Fraudet m'a raconté ce qu'ont fait Martin et Gottfried pendant toutes ces années. C'est pire que tout ce que je pourrais imaginer. Mais tu ne pouvais pas imaginer. Comment une famille peut-elle engendrer autant de monstres? Henrik, je t'avais dit que lorsque je reviendrai, je te dirai ce qui s'est passé avec Harriet. Alors? Elle est morte comment? Elle n'est pas morte. Le jour de sa disparition, elle s'est enfuie avec l'aide d'Anita. Elle voulait échapper à Martin. Mais... Ensuite, elle s'est réfugiée en Italie, elle a rencontré un Australien, elle l'a épousé, elle est partie vivre là-bas. Henrik, elle a vécu des jours heureux toutes ces années. Ne te culpabilise pas trop, va. Oh, pauvre Harriet. Si seulement elle était venue me parler. Elle n'a pas pu. Elle te racontera elle-même pourquoi. Et les fleurs? Je lui ai posé la question dans l'avion. Il y avait une seule personne qu'elle aimait dans sa famille, et c'était toi. C'est elle qui t'a envoyé les fleurs. Elle espérait que tu comprendrais qu'elle allait bien sans avoir à se manifester. Sa seule source d'information était Anita, qui ne venait jamais à Eidelstadt puisqu'elle s'était installée à l'étranger après ses études. Harriet ne savait donc pas ce qui se passait ici. Elle ignorait que tu souffrais et que tu la croyais morte. Elle ignorait aussi que tu prenais ses fleurs pour une provocation de son assassin. C'est Anita qui les postait? Oui. C'est toi qui as deviné pour Anita? Oui, en regardant tes albums photos. Je me suis rendu compte que c'était elle à la fenêtre de chez Harriet. Alors je suis allé la voir. Mais Anita aussi aurait pu être la meurtrière? Non, non, non. Comment pouvais-tu le savoir? Elles étaient très proches. C'était la seule à qui Harriet se confiait. Le plus logique, c'était donc qu'elle ait aidé Harriet à s'enfuir. Tu veux voir Harriet? Elle est ici, à Eidelstadt. En fait, elle est même derrière la porte. Évidemment que je veux la voir. Je vais lui dire d'entrer. Oui. Au revoir, Henrik. Je vais vous laisser seul. Harriet, c'est bon. Michael, tu es là? Ah, Dirk, attends-moi, j'arrive. Alors, Lisbeth n'est pas avec toi? Visiblement, elle est repartie à Stockholm. Sa moto n'est plus là. C'est une fille curieuse. Comment ça se passe entre Henrik et Harriet? Tu les as vus? Henrik a rajeuni de 20 ans. Cette triste histoire a aussi ses côtés savoureux. Isabella a brusquement fait irruption dans la chambre. Elle avait appris que tu étais revenu ici et elle était comme une dingue. Elle a hurlé que tu n'étais qu'un fouille-merde qui avait poussé son fils à la mort. En un sens, elle a raison. Elle a donné ordre à Henrik de te virer et de veiller à ce que tu disparaisses. Oula. Elle n'a même pas jeté un regard sur la femme qui était dans la pièce. Elle devait la prendre pour quelqu'un du personnel. Je n'oublierai jamais l'instant où Harriet s'est levée, a regardé Isabella et a dit « Bonjour maman ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Isabella est tombée dans les pommes. Il a fallu appeler un médecin pour la ranimer. En ce moment, elle est en train de nier que c'est vraiment sa fille. Elle affirme que c'est une usurpatrice que tu as ramenée avec toi.
Je dois te laisser. Il faut que j'annonce à Cecilia qu'Harriet est ressuscitée d'entre les morts. Salut, Michael. Je croyais que t'étais rentré à Stockholm. J'ai fait demi-tour à Uppsala. Ça fait un bout de chemin. Pourquoi t'es revenu? Je pouvais pas te planter comme ça. C'était intéressant de bosser avec toi sur cette affaire. Moi aussi, j'ai aimé travailler avec toi. Je vais même te dire. J'avais jamais collaboré avec un enquêteur aussi compétent. Bon, d'accord, je sais que tu es une foutue hackeuse. Je suis une foutue hackeuse parce que je ne sais faire que ça. Les ordinateurs, ça m'a jamais posé de problème. Plus ta mémoire photographique. Je comprends comment les trucs fonctionnent, j'y peux rien. C'est pas seulement les ordinateurs et les réseaux téléphoniques. C'est aussi le moteur de ma bécane, les postes de télévision, les aspirateurs et des processus chimiques et des formules astrophysiques. Je suis une vraie aberration de la nature. Considère ça comme un don, pas comme une tare. Moi aussi, j'aimerais bien avoir tes capacités. Bon, d'accord, on laisse tomber. Pourquoi t'es revenu? Je sais pas. C'est peut-être une connerie. Lisbeth, peux-tu me donner la définition du mot amitié? Quand on aime bien quelqu'un. Et qu'est-ce qui fait qu'on aime bien quelqu'un? Je sais pas. Pour moi, l'amitié est basée sur deux choses, le respect et la confiance. On peut avoir du respect pour quelqu'un, mais s'il n'y a pas la confiance, l'amitié s'effrite. Alors j'ai bien compris que tu voulais pas parler de toi avec moi, mais un jour ou l'autre, il faudra bien que tu décides si tu veux me faire confiance ou pas. Je veux qu'on soit amis. Mais je peux pas être ami tout seul. J'aime baiser avec toi. Le sexe n'a rien à voir avec l'amitié. Bien sûr que des amis peuvent faire l'amour. Mais si je dois choisir entre les deux avec toi, je n'hésiterai pas. Je comprends pas. T'aimes faire l'amour avec moi ou pas? C'est pas bien que des gens qui travaillent ensemble couchent ensemble. Ça finit par faire des embrouilles. Tu plaisantes? Et tu fais quoi avec Erika? En plus, elle est mariée. Notre histoire a commencé bien avant qu'on travaille ensemble. Et qu'elle soit mariée ne te regarde pas. Ah bon? Tout d'un coup, ça me regarde plus. Je croyais que l'amitié, c'était une question de confiance. Justement, je veux pas parler d'elle dans son dos. J'aime baiser avec toi. Mais moi aussi, mais tu as vu mon âge? Je pourrais être ton père. Je m'en fous de ton âge. Oui, on dit toujours ça au début, et puis après, ça devient un problème. Quand ça deviendra un problème, on verra la question. Je vais me doucher. Après, j'irai me coucher dans ton lit. Si tu te trouves trop vieux, t'as qu'à aller dormir sur le lit de camp. Va voir, c'est peut-être important. Toujours au bon moment. Ah, bonjour Dirk. Entre. Ça dérange? Pas du tout. Assieds-toi. Alors, comment la résurrection d'Harriet est-elle prise? Une vraie bombe. Ça a même éclipsé le décès de Martin. Et maintenant, les médias s'en mêlent. Harriet a parlé avec un journaliste du Couriron. Elle a dit qu'elle s'était enfuie parce qu'elle ne s'entendait pas avec sa famille. Mais que cela ne l'avait pas empêchée de réussir, puisqu'elle dirige une société avec un chiffre d'affaires aussi important que celui du groupe Wenger. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je n'en sais rien. Des gens sont arrivés tout au long de la journée. La famille se trouve réunie pour la première fois depuis des années. Il doit y avoir une quarantaine de Wenger à Edelstadt ce soir. La moitié est à l'hôpital en train d'épuiser Henrik, et l'autre moitié est au grand hôtel en train de parler avec Harriet. Et combien connaissent la vérité sur Martin? Pour l'instant, il n'y a que moi, Henrik et Harriet. Cette histoire de Martin est la première chose à laquelle on doit faire face. Sa mort a créé une crise colossale au sein du groupe. Oui, j'imagine. Harriet va rester à Edelstadt pendant quelque temps. Nous devons voir qui possède quoi et comment les héritages seront répartis. C'est un vrai casse-tête. Isabella s'est effondrée, elle est hospitalisée. Harriet refuse d'aller la voir. Ouais, ça, elle a bien raison. Anita va arriver de Londres. Nous convoquons un conseil de famille pour la semaine prochaine.
Ce sera la première fois en 25 ans qu'elle y participe. Et qui sera le nouveau PDG? Henrik deviendra PDG temporaire, depuis son lit de convalescence, jusqu'à ce qu'on embauche soit quelqu'un d'extérieur, soit quelqu'un de la famille. Tu penses à Harriet? Pourquoi pas? C'est une femme d'affaires compétente et respectée. Elle a une entreprise à diriger en Australie. Son fils fait tourner la boutique en son absence. Michael, je suis dans une situation très désagréable. Henrik m'a demandé de te transmettre un message. Il est très simple. Il te remercie de ton travail et considère que tu as rempli ton contrat. Il te libère des autres obligations. Tu peux repartir pour Stockholm. Oui, en gros, il veut que je débarrasse le plancher, quoi. Tiens, il t'a écrit une lettre. Cher Michael, j'ai le respect le plus total pour ton intégrité et je ne vais pas t'offenser en essayant de te dicter ta conduite. Si je t'écris cette lettre, c'est que je ne vois pas d'autre issue dans cette obscurité. Notre contrat reste en vigueur. Tu as assez d'éléments pour terminer la chronique de la famille Wenger. Mais je te demande, en tant qu'ami, en tant que copropriétaire de Millennium, de ne pas révéler la vérité sur Gottfried et sur Martin. Je sais que ce n'est pas ce dont nous étions convenus, mais je ne veux pas qu'Harriet ait à subir de nouvelles souffrances. Alors je te demande de réfléchir aux conséquences que cette histoire pourrait avoir. Cela briserait Harriet. Cela briserait Harriet et cela anéantirait le groupe et des milliers d'employés avec. Si pour le coup tu ne veux plus publier le livre, Henrik est d'accord pour te dédommager. Tu peux poser les conditions financières que tu veux. Il t'aime énormément. Et il te considère comme son ami. Oui, il veut étouffer l'histoire. Il joue sur mes sentiments. En gros, je peux publier l'histoire, mais si je le fais, il reverra son attitude vis-à-vis de Millennium. Tout a changé à partir du moment où Harriet est réapparue. Et maintenant, il veut savoir mon prix? Je ne vais pas livrer Harriet en pâture. Mais quelqu'un doit bien aborder le sujet des femmes qui se sont retrouvées dans la cave de Martin. Dirk, nous ne savons pas combien de femmes il a massacrées. Qui va parler en leur nom? Moi. Ah bonjour, Lisbeth, tu es revenue? Si Martin Wenger était encore vivant, je le traînerais dans sa salle de torture. Je l'attacherais sur sa table et je lui planterais des aiguilles dans les couilles. Mais il est mort. Michael, cet arrangement pourri me convient. On ne pourra pas réparer le mal que Martin Wenger a fait à ses victimes. T'as deux options. Tu peux continuer à nuire à une innocente, ou tu fais ton travail de journaliste. Qu'est-ce qui est le pire pour elle? Que Martin Wenger l'ait violée là-bas dans la cabane, ou qu'elle soit violée aujourd'hui dans les journaux? Moi, j'ai un avantage sur toi. Je suis pas journaliste. Qu'est-ce que tu demandes? Martin a filmé ses victimes, identifié le plus grand nombre possible de ces femmes, et que leurs familles reçoivent une compensation appropriée. Ensuite, je veux que le groupe Wenger fasse une donation annuelle et permanente de 2 millions de couronnes à SOS Femmes en détresse. Ça te va, Michael? Oui. À moi aussi. Et pour ce qui concerne l'offre de Henrik, d'une compensation financière... Tu peux te la fourrer où je pense. Dirk, je veux que tu t'en ailles maintenant. Je comprends ta situation, mais en ce moment, je suis tellement en colère contre toi, contre Henrik et contre Harriet, que si tu restes encore, on va se fâcher. Je n'ai pas terminé. J'ai un autre message que tu ne vas pas aimer non plus. Henrik a insisté pour que je te le dise ce soir. Tu pourras aller demain à l'hôpital pour l'écorcher vif si tu veux. Quand Henrik t'a persuadé de prendre ce boulot, il ne pensait pas que ça mènerait quelque part. Comme il te l'a dit, il voulait faire une dernière tentative. Se donner bonne conscience avant de mourir. Le rapport de Mademoiselle Salander lui a permis d'utiliser les bons arguments pour te convaincre. Ton isolement, ton besoin d'argent pour payer les dommages et intérêts. Vous avez bluffé. Non, Henrik va remplir toutes ses promesses. Il va se prêter à une interview. Il lancera publiquement une attaque frontale contre Wennerström. Ce dernier a détourné environ 1 demi-million de couronnes quand il était dans le groupe Wenger. Nous avons des preuves. Tu pourras les utiliser, et Henrik étayera publiquement tes affirmations.
Mais cette information n'a pas la moindre valeur. Exact. Ça s'est passé il y a 30 ans, il y a prescription. Tu auras juste confirmation que Wennerström est un malfrat. Vous m'avez blousé. Michael, ce n'était pas notre intention. Va-t'en. Michael, je regrette. Fous le camp, je te dis. Michael? Oui. Quand t'as été inculpé, pourquoi tu t'es pas défendu? Quand Wennerström a compris ce qui se passait, il nous a d'abord menacés, Erika et moi. J'ai même été tabassé par 2 inconnus une nuit. Bien sûr, on n'a pas cédé. Alors, il nous a envoyé un faux informateur qui nous a transmis des documents pour confirmer ses dires. Et nous avons publié. Et c'était du pipeau. Eh oui, nous avons publié une histoire permettant à Wennerström de nous mettre dedans et prouver son innocence. Tout ça fait d'une main de maître. Michael? Oui. Wennerström est un gangster. Il trempe dans tout, depuis la mafia russe jusqu'au cartel de la drogue en Colombie. Frodeux m'avait chargé d'enquêter sur lui. Après, il m'a demandé d'arrêter. Tu me connais, j'ai persisté. J'ai tout son disque dur dans mon ordinateur. Si ça te dit, je peux te fournir autant de preuves que tu veux qu'il est un vrai gangster. Oh, Lisbeth, tu es mon ange gardien. On va aller dans ma cabane au bord de l'eau à Sandam, faire un nouveau dossier Wennerström qui l'enverra définitivement par le fond. Un dossier en béton armé. Ça me va. Et je te préviens, j'ai qu'un seul lit là-bas. Ça me va aussi. Nouveau rebondissement dans l'affaire Wennerström. Quelques mois après l'apparition du hors-série de Millennium, où il était accusé de nombreux trafics et détournements de fonds, l'industriel suédois a été retrouvé mort dans un appartement de Marbella en Espagne, où il résidait sous le nom de Victor Fleming. Il était accusé de nombreux trafics et détournements de fonds. Il a été abattu 3 balles dans la nuque, tiré à bout portant. La police espagnole pense qu'il pourrait s'agir d'un cambriolage qui a mal tourné, mais d'après d'autres sources, il aurait été exécuté par la mafia pour des dettes impayées. Des personnes proches de Wennerström ont en effet révélé que quelques semaines avant sa mort, l'industriel avait vu l'argent qu'il avait détourné, plus de 260 millions de dollars, être lui-même détourné, sans doute par un hacker. Un hacker qui pourrait être une femme, filmée par les caméras. Et comment elle a fait, cette môme, qui s'était pour présentée dénicher sous le toutes nom ces infos? d'Irène Nasser. Le miracle, Lisbeth. Elle a fait un excellent boulot et nous avons été lavés de toutes les accusations contre nous. Henrik Wenger n'a pas trop mal pris que tu ne veuilles plus finir sa chronique familiale? Je lui ai dit que je pouvais pas parler des Wenger sans parler de Martin et de ce qui s'est passé. Il a tout à fait compris. Et qui est-ce qui va remplacer Martin? Cécilia et Harriet. Harriet va aussi remplacer Henrik au conseil d'administration de Millennium. Je lui fais entièrement confiance pour être à la hauteur. Tu fais quoi pour Noël? Je vais chez mon ex-femme et ma fille. Échange traditionnel des cadeaux. Après, j'ai prévu de passer du temps à Sandam, avec Lisbeth Salander. Tu serais pas en train de t'attacher? Elle m'a sauvé la vie, elle a sauvé Millennium et elle a coulé Wennerström. Tu crois qu'elle est amoureuse? Qui sait? C'est une fille étrange, à la fois tendre, agressive. Ou alors elle est amoureuse? Peut-être. Je crois surtout qu'elle cache de lourds secrets. Aussi terrifiants peut-être que ceux d'Harriet Wenger. Tu verrais son regard quand elle parle des hommes qui maltraitent les femmes. On se voit juste après? J'ai un cadeau pour toi, moi aussi. Pourquoi on peut encore te harceler sexuellement? T'es pas encore en couple. Michael, tu ne peux pas savoir le courage qu'il me faut pour t'écrire cette lettre. Après nos vacances à Sandam, je réalise pour la première fois de ma vie que je suis amoureuse. Il fallait que je te le dise. Je déteste ces mots que je suis en train d'écrire. Je les trouve mièvres, mais j'en connais pas d'autres. Je ne veux pas être seulement une amie. Je veux t'entendre dire que tu m'aimes pour ce que je suis, que j'ai une place particulière dans ta vie. En attendant ces mots que peut-être tu ne diras jamais, voici un cadeau pour toi. Je sais que t'aimes bien Elvis Presley. J'ai trouvé ce panneau en tôle dans une brocante. Joyeux Noël, Michael.
Bonjour. Bonjour. J'ai un paquet pour Monsieur Blomqvist. Bon, c'est pas la peine de réveiller, c'est pas urgent. Est-ce que vous pourrez lui porter tout à l'heure? Il n'est pas là, il a dormi ailleurs. Son amie Madame Berger est passée le prendre hier soir. Il m'a dit de garder son courrier parce qu'il ne rentrerait pas cette nuit. Ah. Je lui donnerai une autre fois. Lui dites pas que je suis passée, je veux lui faire la surprise. Entendu. Salander. Quelle conne tu fais? C'était Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson, traduit par Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Musique composée et dirigée par Krishna Levy. 15e et dernier épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Anne Kodja, Lisbeth Salander, Michel Baumann, Henrik Wenger, Thierry Bosc, Dirk Freude, Marie Payen, Erika Berger. Et les voix de Catherine Artigala, Netta Lando, Vincent Pellegrini, Laurence Jousserando, Seguir Mohamedi. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Jean-François Bernard Sugy. Équipe de réalisation, Sébastien Labarre, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe. Millennium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs.